rejoindre dans cette salle parce que dans quelques instants, on assistera également à la clôture avec Frédéric Michalak et Joe Wilfried Tsonga qui seront sur scène. Donc je vais vous laisser nous rejoindre dans quelques instants. Le temps de parler d'e-sport. Je vais accueillir Stéphane Eutine, directeur de l'équipe e-sport LDLC-OL. Merci d'être avec nous. Je vous laisse vous installer. Christine Kev, également élue au conseil d'administration de France e-sport, qui va nous rejoindre. Et on sera également bienvenus. Vous pouvez les applaudir à distance avec, pardon, excusez-moi, Noémie Ferraud. Vous la voyez, alias Massilia, championne d'e-sport, championne du monde Fortnite. Bonjour. Bonjour Noémie, on va venir vers vous dans quelques instants. Merci d'être avec nous. Christine, je me tourne vers vous. D'abord, je vous laisse vous présenter et nous expliquer ce que c'est que France e-sport. Eh bien, bonjour à tous. Donc, je suis Christine Kev, élue au conseil d'administration de France e-sport en tant que représentante du collège des joueurs et des clubs associatifs. France e-sport, c'est une association qui a été créée en 2016 avec la bienveillance du secrétariat d'État au numérique pour rassembler tous les acteurs de l'écosystème e-sportif français et pouvoir faire avancer le secteur en France, donc structurer les compétitions, aider aussi à faire avancer la pratique sur notre territoire. Oui, parce que c'est une pratique, un écosystème qui est jeune, finalement, donc, mais qui peut à la fois aussi être précurseur en termes de diversité, d'égalité de genre, d'accès aux personnes en situation de handicap ou même de liens intergénérationnels. C'est ça l'ambition du e-sport ? Oui, parce qu'au final, on n'a pas forcément de barrière physique. La pratique du jeu vidéo, elle est ouverte à tout le monde. Donc, pour nous, on part du principe que dans l'e-sport, la pratique compétitive du jeu vidéo, elle peut être ouverte à tout le monde, puisqu'il n'y a pas forcément de conditions physiques. On l'a vu tout à l'heure avec la démonstration e-sport. Tout le monde peut pratiquer les jeux vidéo, même de manière compétitive. Je voudrais que vous nous parliez du guide de l'organisateur et de ce chapitre « Favoriser la diversité dans les événements e-sportifs ». Est-ce que vous pouvez nous parler de ça et de ce que c'est ? Alors, le guide de l'organisateur, c'est un document qu'on a créé pour justement aider tous les organisateurs d'événements e-sport à connaître les différentes étapes. Ça peut être la relation avec les éditeurs, le matériel, toutes les choses à savoir lorsqu'on veut se lancer là-dessus. Et on a voulu consacrer un chapitre à la diversité et à l'inclusion, puisque ça nous paraissait très important de pouvoir inclure dès le début ces questions-là, puisque forcément, c'est des enjeux qu'on voit qui sont importants et on ne veut pas que l'e-sport puisse avoir les travers qu'il peut exister dans d'autres secteurs et très vite inclure ces sujets-là dès le départ. Donc on a voulu donner les grandes lignes des bonnes pratiques sur les questions de mixité et inclusion. Comme quoi, par exemple ? Par exemple, on a voulu mettre en avant l'importance d'avoir un référent diversité pour justement quelqu'un qui soit capable de réagir dès qu'il voit un comportement compliqué, de pouvoir aménager les espaces de manière à pouvoir accueillir tout le monde, d'avoir aussi des initiatives favorisant l'inclusion des personnes minoritaires, par exemple les femmes, de pouvoir mettre soit des tournois féminins ou des politiques tarifaires ayant pour objectif de donner envie à des personnes minorisées de venir. Donc ce guide est déjà une première étape à pouvoir donner les bons réflexes à toutes ces personnes. Oui, parce que il manque encore. Qu'est-ce qui manque encore pour que les comportements toxiques, parce qu'on peut parler de comportements toxiques, disparaissent de ce secteur e-sportif ? Au niveau des comportements toxiques, alors déjà on peut déjà se féliciter qu'il y a eu des grandes avancées depuis les débuts de l'e-sport en France. Maintenant, il y a encore un gros travail éducatif à faire, notamment auprès des plus jeunes publics, pour justement casser toutes ces mauvaises représentations, puisque mine de rien, les comportements toxiques existent dans l'e-sport, mais ce n'est que le reflet de ce qui existe dans la société.
Donc très tôt, faire des ateliers autour de la diversité et l'inclusion pour lutter contre le sexisme, l'homophobie et autre chose. Donc il manque tout ce travail éducatif. Il y a aussi une prise des responsabilités à avoir certaines plateformes. Puisque aujourd'hui les comportements toxiques, on le voit, ils existent surtout en ligne. On voit très peu de comportements de ce type lorsqu'on se retrouve en LAN, en présentiel. C'est plutôt rare. Mais en ligne, on voit encore que sous couvert de l'anonymat, des personnes se sentent un peu plus libres d'avoir ce genre de comportement. Et là, il y a tout un travail à faire auprès d'elles. Et c'est avec l'aide et des éditeurs et des plateformes. Et ça, c'est un travail qu'on mène déjà beaucoup avec Francis Sport. Merci beaucoup pour votre témoignage. On va accueillir, Stéphane, je me tournerai vers vous ensuite, Noémie Ferraud, alias Massilia. Merci d'être avec nous. Je suis quand même désolée de ne pas pouvoir être présente aujourd'hui, parce qu'il y a eu des problèmes avec les trains, tout ça. Mais je suis très contente d'être ici et de pouvoir être avec vous quand même, sur ce plateau. Alors, je vous laisse parler, mais on ne vous entend pas complètement bien. On m'entend pas bien ? Si, je pense qu'on va pouvoir monter un petit peu le son en régie également, parce que j'ai envie qu'on vous entende bien. Je vous laisse vous présenter, puis nous raconter votre parcours aussi. Pourquoi et comment vous vous êtes consacrée aux jeux vidéo, Noémie ? Moi, je m'appelle Noémie, du coup, Massilia, mon pseudo dans le jeu vidéo. J'ai commencé la compétition il y a quelques années de ça, mais à la base, je jouais vraiment aux jeux vidéo pour le plaisir, pour vraiment m'amuser. Puis, au final, il s'est passé certaines choses dans ma vie personnelle, etc., qui ont fait que j'ai arrêté l'école pour me consacrer vraiment à la compétition, car c'était comme ma porte de sortie à ce moment-là. Puis, en fait, j'ai vu dans la compétition qu'il y avait un investissement à avoir, en fait, comme dans n'importe quel domaine. Et cet investissement-là, je l'ai connu en rejoignant la MCES Academy quand j'étais plus jeune. C'est là-bas que, en fait, par exemple, pour pouvoir vraiment faire de la compétition, il ne faut pas seulement juste rester 10 heures par jour devant un... Il y a un côté sport à voir que MCES Academy avait et m'ont enseigné. J'ai fait des rencontres là, telles que Paco, qui est actuellement mon agent, Lou, etc. Des personnes qui, à la base, je les ai rencontrés là-bas et qui m'ont essayé de me guider sur tout ça. Puis, mon parcours un peu parti dans tous les sens, parce que du coup, j'ai dû, on va dire, gérer seul mes intérêts. J'ai dû combattre, on va dire, le côté toxique de ce que vous parlez, en fait, par rapport aux femmes dans le jeu vidéo, parce qu'il y a beaucoup de jugements encore. La communauté, comme vous le disiez, elle est très jeune. Du coup, derrière un écran, parfois, c'est facile de dire des choses, anonymat, comme vous le disiez. Puis, on va dire que cette période-là, elle m'a permis de me construire, de prendre du recul et de comprendre que c'est pas grave, je peux quand même travailler par moi-même via les compétitions, via le stream, en fait, combattre toute cette toxicité. Puis, finalité, en août 2021, j'ai recroisé la route du coup de Paco et Lou. Ces personnes-là, maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, gèrent mes intérêts, m'ont appris pas mal de choses sur la compétition, l'hygiène de vie qu'il faut avoir, parce que en fait l'e-sport c'est comme le sport, il faut avoir une bonne hygiène de vie, il faut bien dormir, il faut bien manger, en fait il faut prendre soin de soi, parce que c'est un sport, il faut avoir la mentalité d'un sportif en fait. Du coup ils m'ont appris ça et ils m'ont aussi permis de sortir de l'isolement, parce que du coup j'étais très souvent dans ma chambre juste en train de faire mes compétitions et mes entraînements, mais il y a aussi tout le côté social qu'il faut avoir derrière, faut faire des rencontres, faut parler aux gens. Et au final, ils m'ont remis en route en me proposant de faire un service civique à la mission locale du Pays d'Aix, là où je suis actuellement. Et j'ai fait des ateliers, je fais des streams avec des jeunes. Mes ateliers, ils sont dans la Gaming House de l'insertion, ça s'appelle la Jeans. Et j'ai très souvent des jeunes avec qui je vais parler, je vais discuter un peu de leur parcours, qu'est-ce qu'ils veulent faire. Et en fait, ça me permet de plus m'ouvrir, d'avoir plus confiance en moi aussi, parce que du coup, je les aide en fait sur des problèmes et des exemples qui ont été similaires aux miens. Et du coup, je peux les conseiller, je peux les guider. Et c'est quelque chose de bien à travers les streams aussi, des talk shows, des débats. En fait, on essaie de guider les jeunes avec La Bonne Idée, qui est la chaîne d'expression des jeunes, en fait, qui est fait par les jeunes. Et c'est quelque chose de bien, c'est quelque chose qui, on va dire, qui m'a remis en route dans ma vie et qui m'a permis d'avoir quelque chose à côté en fait aussi de la compétition, mais qui me sert pour la compétition, parce que je fais quand même à travers ça quelque chose que j'aime avec la compétition et le stream. Et aussi via ça,
j'ai eu beaucoup d'opportunités. J'ai eu la possibilité d'aller à New York, d'avoir des titres très valorisants, parce qu'en décembre dernier, j'ai pu finir meilleure joueuse du monde sur Fortnite là-bas. Après, j'ai eu la possibilité de rencontrer des médias, parler de mon parcours et transmettre mes valeurs, en fait, grâce à ça, à travers ça, et même d'avoir aussi des titres honorifiques. À l'heure d'aujourd'hui, je représente la ville d'Aix, je représente la Provence sur l'e-sport et le sport. Et c'est quelque chose de très valorisant. J'ai aussi la possibilité d'avoir un titre honorifique de la part de Madame le maire Sophie Joissin et du préfet. Et c'est quelque chose d'incroyable parce que c'est de base quelque chose qui partait vraiment d'un plaisir, qui était juste de jouer, de partager des bons moments avec mes amis, qui s'est transformé au final en un travail. Et c'était mon rêve. Je l'ai transformé en objectif. Et cet objectif, je l'ai atteint, mais aussi... Quand je dis beaucoup de fois mais il y a toute une équipe derrière moi, il y a des gens qui m'ont accompagné, des gens qui m'ont aidé, que ce soit les personnes des missions locales, la mission locale du pays d'Aix, l'équipe qui est derrière moi avec Paco et Lou, mais aussi toutes les personnes qui m'ont aidé pendant mon parcours et mon chemin. Et c'est quelque chose d'incroyable parce que j'aimerais en fait que d'autres personnes puissent le vivre, et c'est ce qu'on essaye de faire avec La Bonne Idée à travers les médias maintenant. Et c'est le but. Et on est complètement dans l'e-sport comme vecteur d'intégration qui était le sujet de notre table ronde. Qu'est-ce que vous parliez de vos échanges avec les jeunes, quelles difficultés ils vous racontent et quel message vous avez envie de leur faire passer? Les difficultés qu'ils peuvent avoir, en fait, c'est qu'ils ont des passions, mais c'est pas comment les transformer, comme je vous le disais, en objectifs ou en travail. Parce que du coup, ils ont tous une singularité, ils ont tous quelque chose de bien en eux et on va dire quelque chose à faire valoir. Et du coup, par exemple, en jouant à certains jeux, même des jeux comme Overcooked, c'est des jeux où en fait chacun a un rôle et au final, on va se rendre compte que y a quelqu'un qui est très bon pour accompagner une équipe, un autre qui est bon pour remonter le moral, etc. Et au final, en trouvant à chacun leur singularité, on arrive à les guider sur des domaines qui pourraient leur plaire. Et au final, c'est donnant-donnant parce que nous, on leur permet de trouver quelque chose qui leur plaît. Et de l'autre côté, il y a ce sentiment de pouvoir aider les autres et aider d'autres jeunes. Et sachant en plus que je suis jeune aussi, du coup, c'est quelque chose d'incroyable de pouvoir transmettre des valeurs à l'heure d'aujourd'hui alors que j'ai seulement 19 ans. Merci beaucoup. Noémie, vous restez avec nous si vous voulez ajouter quelque chose, mais je me tourne vers Stéphane Eutine. Je vous laisse présenter. Oui. Vous êtes, je l'ai dit, directeur d'équipe e-sport LDLC OL. Racontez-nous ce que vous faites. Moi, je fais rien. Moi, je dirige le club. J'accompagne juste des joueurs qui jouent aux jeux vidéo, qui sont payés pour jouer aux jeux vidéo, qui ont le statut de professionnel, qui sont sous contrat du coup avec le club. Donc le club, ça fait 12 ans, 13 ans, 14 ans qu'il existe maintenant. On l'a créé avec le groupe LDLC et donc depuis 2020 on a fusionné avec l'Olympique Lyonnais pour créer la section LDLC-OL. Le club opère sur différents jeux, alors pas sur Fortnite, on a été sur Fortnite mais on est plus sur des créateurs de contenu maintenant sur Fortnite et plus moins de compétition, et on est sur League of Legends, on est sur Counter-Strike, sur NBA 2K, sur FIFA, qui sont les jeux sur lesquels on opère actuellement. Quel choix stratégique vous avez fait d'orienter votre équipe vers un enracinement territorial et un impact social? C'est quoi le lien entre l'e-sport et l'impact qui est le sujet de Sport Unlimited? Il y en a un, heureusement. Effectivement, dans la stratégie du club, on a un peu une vision différente d'autres clubs plus européennes dans l'image du club. C'est-à-dire qu'on a l'activité e-sport, on n'a pas de stade, on peut jouer à distance, les joueurs n'ont pas besoin d'être au même endroit. Donc, il n'y a pas de frontières, ce qui fait qu'on peut avoir des clubs français comme des clubs avec des joueurs de plusieurs pays. Mais on est dans une guerre, je dirais, pour ces clubs, d'être le meilleur à chaque fois pour avoir la meilleure image, pour pouvoir se démarquer des autres. Ma stratégie est différente. J'ai préféré tabler sur le territoire en me disant, moi je veux être un club qui existe au niveau d'un territoire pour créer une fanbase qui sera liée au club et pas une fanbase qui va être liée à mes joueurs.
et ce qui me permettra normalement de m'améliorer dans la pérennité. Donc c'était un peu le sujet, et dans l'esprit, un club, pour qu'il arrive sur un territoire, il faut qu'il s'adresse aux gens du territoire, et il ne peut pas simplement dire nous, regardez, on fait de l'e-sport, on s'appelle OL, et suivez-nous. Il va falloir qu'on aille vers eux, et pour aller vers eux, il faut aussi faut donner pour recevoir. C'était un petit peu l'idée, mais en fait on s'est rendu compte qu'on donne et on reçoit même en donnant, parce que ça nous enrichit en fait nous-mêmes, et on a amené du sens un peu dans ce qu'on fait. Et notamment, on a créé il y a 2 ans, j'ai cofondé avec un ami que j'ai rencontré il y a quelques années, Mehdi Ben Safi, j'ai cofondé le NEC, une association NEC, qui utilise du coup l'e-sport et le jeu vidéo comme moyen de captation des jeunes. Et après, l'idée, c'est de créer un lieu ressource. On découvre des images. Un lieu ressource, où on va pouvoir capter ces jeunes via des événements, via des actions spécifiques hors les murs. Et là, on ouvre le premier lieu, tiers-lieu numérique à Vaux-en-Velin, qui va ouvrir ses portes bientôt, avec la possibilité du coup de proposer des programmes qui vont toucher des sujets comme la fracture du numérique, comme l'insertion professionnelle, comme le soutien scolaire, la lutte contre le décrochage des jeunes. Et l'outil principal, thématique, c'est le jeu vidéo et l'e-sport. Voilà, on va utiliser ce levier pour capter ces jeunes. Et en fait, on va se retrouver avec un lieu qui attire les jeunes et qui peut accueillir des programmes d'autres acteurs. C'est-à-dire que des missions locales, d'autres acteurs vont pouvoir venir chez nous. Ils auront presque le clé en main parce qu'ils auront déjà la cible présente. Et c'est un des moyens que l'on a trouvé pour répondre à un besoin de ces différents programmes qui existent déjà, qui sont très bons, mais qui ne savent pas capter les jeunes, qui ne savent pas plus parler aux jeunes, qui n'ont pas les codes. Et là, on a créé un lieu où les codes sont là, où il n'y a pas de jugement, et du coup, les jeunes, par leur pratique, on va pouvoir détecter leurs compétences. On parle de soft skills souvent, et maintenant le jeu vidéo, je vois Massilia en parlait, on va détecter avec des jeux des soft skills sur ces jeunes. Donc notre travail va être vraiment sur ce tiers-lieu d'identifier les soft skills de ces jeunes au travers de leur pratique et pouvoir les emmener vers des propositions de métiers ou de formation qui leur correspondent, parce qu'ils vont se sentir en fait compétents sur ces métiers, ce qui changera complètement l'approche des jeunes. Je voudrais que vous me parliez de ce que vous faites aussi avec la Tony Parker Adequate Academy. On avait un représentant tout à l'heure. Vous avez carrément créé une section e-sport études. Voilà la première problématique que j'ai découverte quand j'ai lancé l'activité e-sport, c'était que les jeunes, Massilia l'a dit tout à l'heure, je me suis lancé à corps perdu dans mon activité. Du coup, impossible d'allier les deux, e-sport et activité e-sportive, tout comme un sportif de haut niveau. À un moment donné, les calendriers ou les plannings sont incompatibles. Il faut trouver une solution d'aménagement. Et dans cette idée, je me suis rapproché de Xavier à l'époque et de Tony sur mon sujet en leur disant voilà, j'ai une thématique, j'arrive pas à trouver d'école capable de m'aménager les horaires comme ça existe dans le sport-études. Eux, ils m'ont dit nous, on a une école et on cherche une passion à rajouter au basket. On est à Lyon tous les deux, qu'est-ce qu'on fait ? On y va. Et donc, on a créé la section e-sport à l'académie. Et ça nous a permis, et nous, d'héberger tous nos joueurs sportifs de haut niveau e-sportifs sont hébergés à l'académie. Ils ont un encadrement du coup physique et tout l'encadrement sportif est proposé aux jeunes. Donc ils font de la salle le matin chez nous, nos e-sportifs professionnels. Ils ont accès à un kiné, ils ont accès à tout le staff médical. Et puis en parallèle, on a la section e-sport où là on propose soit nos centres de formation, donc des jeunes dont on vient financer la formation, de se lancer dans la carrière e-sportive, mais ils sont des jeunes joueurs, ce sont des talents, donc pour l'instant c'est pas abouti. Donc nous on va les éduquer au niveau e-sportif, on va leur amener les clés pour pouvoir demain devenir e-sportif, mais en parallèle on perd pas le chemin de l'école, on reste dans le parcours scolaire, et donc tous les jeunes qu'on a embarqués comme ça ont eu leur bac. Donc nous on est assez fiers quand même de ce format, surtout qu'on a réussi à rescolariser des jeunes qui étaient en décrochage scolaire, pas parce qu'ils étaient mauvais, c'est simplement qu'ils n'avaient plus l'envie, et on leur a ramené l'envie grâce à leur passion. Et du coup,
LDLCOL est un des plus grands clubs de formateurs d'e-sport en Europe, parce que c'est un petit peu l'ADN de notre club. Vous menez 1000 actions, il nous reste 1 minute. Est-ce qu'il y en a une autre dont vous voudriez nous parler, notamment, je ne sais pas, la sensibilisation aussi auprès des joueurs et du public sur les questions de handicap? Peut-être, j'ai choisi du coup comme vous. C'est un bon point. Donc, nous sommes partenaires Handicap International, par exemple, donc très sensibilisés sur le sujet. L'idée d'organiser un événement caritatif avec Handicap International qui est vraiment porté sur la sensibilisation, pas forcément sur la récolte de dons, mais essayer de parler de ce sujet de handicap et de venir dédramatiser ce qu'est le handicap dans la tête des gens, parce que l'inclusion passe aussi par une dédramatisation pour que les gens arrivent à vivre ensemble. Quand on parle d'accessibilité PMR pour un lieu, nous on parle de friendly access. Il faut que derrière, une personne en situation de handicap vienne, mais ne se sente pas mis à part parce qu'elle est en situation de handicap. Donc, par exemple, sur le NEC, l'idée des projets et des programmes que l'on propose, elle n'est pas de dire on va faire un programme pour les personnes en situation de handicap, on va plutôt faire des programmes où les personnes en situation de handicap peuvent accéder, et que dans l'ensemble, on arrive à leur proposer à tous de pouvoir accéder à ces programmes sans distinction. C'est plus vraiment l'inclusion qui nous intéresse. On a un outil jeu vidéo qui est formidable parce qu'il est encore plus inclusif que le sport. On peut mettre à égalité, on parle de profil féminin, masculin, on peut mettre à égalité, on a de l'intergénérationnel, on a de la mixité sociale, on a du handicap dans certaines mesures, évidemment, sur des handicaps physiques, moteurs. Alors, toutes les personnes en siège roulant peuvent prendre une manette. Après, on a d'autres problématiques avec des outils d'adaptation. On en a parlé tout à l'heure. Qu'on peut avoir dans le sport paralympique, voilà, dans les sports liés au handicap. On a des outils aussi, on a des manettes, on a des éditeurs de jeux qui adaptent leur contenu aux déficients visuels. Voilà. On a un travail qui est fait vraiment pour rendre l'activité inclusive. Moi, je rêverais d'arriver à avoir des joueurs en situation de handicap, pouvoir aller jusqu'au professionnalisme de l'e-sport, et on veut briser ces barrières pour qu'on arrive à franchir ce cap-là. C'est encore très difficile de les amener sur les événements e-sport parce qu'il faut les sortir de chez eux, donc il faut arriver à les mettre en confiance pour se dire que quand ils vont aller là-bas, ils vont se sentir en autonomie, non jugés. Voilà, il y a un niveau à franchir. On en parlait notamment tout à l'heure avec Anthony. Il est déjà l'heure de se quitter. Juste un dernier mot avec vous, Noémie, sur votre actualité. C'est quoi vos prochaines compétitions, ce que vous visez dans les semaines ou dans les mois à venir? Là, la semaine dernière, j'étais à New York pour des compétitions d'entraînement, justement. Et là, je pense d'ici quelques semaines, mois, il y aura des compétitions qui devraient être présentes depuis New York ou depuis Dallas. Des compétitions qui sont exclusivement féminines. Qui, à la base, en plus, je suis pas pour les ligues féminines ou les compétitions féminines, parce que moi, la mixité, elle est totalement normale à travers un jeu vidéo, parce qu'il n'y a pas de conditions physiques à avoir. Mais en fait, ce qui est bien maintenant dans ces compétitions féminines et ligues féminines, c'est que ça permet de professionnaliser des filles, parce que du coup, des structures vont miser dessus, des personnes vont miser dessus. Donc, ça va leur permettre de transformer cette passion en travail et de pouvoir organiser leur temps en fonction de leur entraînement, et de pouvoir en fait devenir aussi forte que certains garçons, parce que forcément quand tu as peut-être des filles de 13-14 ans qui le mercredi après-midi veulent jouer aux jeux vidéo, pour l'instant les mentalités sont encore non, c'est bizarre, tu vas pas jouer aux jeux vidéo un mercredi après-midi ou le week-end, t'es une fille. Alors que si justement ces filles-là peuvent avoir des exemples grâce à des performances d'autres filles, ça va ouvrir en fait les esprits. Du coup maintenant je suis pour, parce que c'est bénéfique en fait maintenant de pouvoir faire des compétitions comme celle-ci, et j'espère que je continuerai à performer là-dessus, parce que j'ai pu performer en Europe sur ces compétitions féminines, maintenant dans le monde, et j'espère que je peux aider toutes ces filles qui aimeraient se lancer dans la compétition maintenant. Merci beaucoup Noémie, merci à tous les trois. On peut les applaudir. Merci de nous avoir parlé du e-sport comme vecteur d'intégration. Je vais vous raccompagner.